18h42, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. André Valigny est toujours avec nous, Vincent Hervouet, Geoffroy Lejeune. On a le plaisir d'accueillir Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Je ne sais pas s'il va falloir que je lance le chronomètre puisque nous allons désormais devoir décompter votre temps de parole. Cette question de la liberté d'expression qu'on évoquait juste avant que vous n'arriviez, elle est centrale évidemment. Ah, bien sûr. La décision du Conseil d'État qui demande à l'Arcom de mieux surveiller les médias, parce qu'il n'est plus question de nos chaînes, il est question de l'ensemble des médias. Elle vous paraît justifiée ou pas du tout? Alors non, ça ne me paraît pas justifié. J'apprends là, en écoutant avant d'entrer en plateau, et j'ai appris que ça n'était pas réservé Non, à notre ce chaîne. qui paraît quand même être une relativement bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est, parce que je connais un peu ce sujet-là, pour m'y être beaucoup intéressé dans mes études de chercheur, c'est-à-dire la liberté de la presse en réalité, pas la liberté d'expression, simplement la liberté de la presse. Nous sommes en train de revenir, il y avait eu des alertes un peu par-ci par-là, nous sommes en train de revenir à la situation antérieure à 1881. Oui, une vraie régression, quoi. C'est-à-dire une censure, là cette fois-ci ça deviendrait une censure par contingentement et surveillance. C'est une nouvelle forme, mais ça relève quand même de cette catégorie-là qui revient à asphyxier la prise de parole, le débat public, à empêcher quelqu'un de dire quelque chose alors que ça pourrait intéresser le débat au motif qu'il dépasse un quota assigné a priori à un tel contenu. Ça, c'est la première chose. Ce que je peux dire, c'est que ça se fait au pire moment. Nous n'avons jamais eu, enfin depuis longtemps, jamais c'est excessif, il y a longtemps que nous n'avons pas eu à ce point besoin de parler, d'échanger et même de nous disputer sur des sujets qui nous divisent mais qui sont des sujets importants. Donc c'est vraiment tout à fait à contrario et ça ne tiendra pas. C'est-à-dire que la société, elle va dire ce qu'elle veut dire, on ne lui fera pas penser à autre chose que ce qui la préoccupe et donc ça passera par les réseaux sociaux, ça passera autrement mais ça ne tiendra pas. La grande leçon qu'a tirée le législateur en 1881 en créant cette grande loi de la liberté de la presse, c'est que le pouvoir, malgré tous ses efforts, ne pouvait pas contenir l'expression du débat dans la société. Il y a des tas d'archives formidables là-dessus et qui montrent que les censeurs étaient débordés et disaient « au secours, on n'en peut plus ». Et par ailleurs, on faisait venir des ballots de livres depuis les Pays-Bas parce qu'on pouvait éditer librement là-bas, etc., etc. Donc ça ne tiendra pas. Mais ce qui m'étonne, c'est l'inculture historique de ceux qui prennent ce genre de décision. Ils ne savent pas cela, que ça ne marche pas. On en vient de là. Ils sont eux-mêmes le résultat de cette grande tradition historique. Je crois que vous êtes d'accord avec ça, André Valigny. Oui, totalement d'accord. Je ne comprends pas ce que le Conseil d'État a voulu dire hier, ou alors je le comprends trop bien. Je pense que c'est inacceptable dans le principe et infaisable dans la pratique. Donc je pense que l'Arcom ne va pas donner suite, ne peut pas donner suite à ce qu'a dit le Conseil d'État hier. Et je m'étonne que des juristes aussi éminents que les gens du Conseil d'État aient pu commettre ce genre d'ineptie. Je peux ajouter un point, si vous me permettez. On parle beaucoup de pluralisme. Le pluralisme, ça c'est vraiment... c'est un trésor. Sans pluralisme, il n'y a pas de liberté d'opinion. Ça signifierait qu'il y a une seule opinion. Donc le pluralisme et la liberté d'opinion sont en quelque sorte de la même famille. Et l'un a besoin de l'autre. Mais quand on parle de pluralisme, il ne faut pas oublier le pluralisme thématique. Le pluralisme des préoccupations. Exactement. Et moi, je suis frappé de voir que ça n'est pas pris en considération. Or, l'une des choses dont nous avons beaucoup souffert dans le débat public français, c'est de l'impossibilité d'évoquer certains thèmes, d'en parler sans être soupçonné, d'en parler sans être stigmatisé, et qui sont des thèmes, non pas qui obsèdent l'orateur, mais qui préoccupent les Français. Mais ça a été longtemps la sécurité, l'immigration, l'islamisme, c'est évident. Si nous avons ce rapport compliqué aux médias depuis maintenant 25 ans, collectivement, c'est bien parce que nous savons que n'y sont pas traités des sujets qui, nous, les Français, nous préoccupent, nous inquiètent. Et que là-dessus, on nous dit certaines choses dont on sait qu'elles ne sont pas tout à fait ou pas du tout conformes à la réalité. Et même, on a l'impression parfois qu'on ne nous parle pas de la vie que nous vivons. Toutes les études que j'ai menées là-dessus, moi, nous disent que les Français ne reconnaissent pas leur existence dans la manière dont les médias la reflètent. Et c'est pourquoi, alors je le dis ici, mais c'est pourquoi moi je pense que la multiplication des chaînes est plutôt le résultat. Il y a des aspects techniques, hein, le numérique, etc., mais c'est fondamentalement le résultat d'une insatisfaction. Une demande se présente parce qu'il y a une insatisfaction par rapport à l'offre. Et le pluralisme est d'abord une façon de donner raison à des demandes frustrées qui, sinon,
ne s'épandront que sur les réseaux sociaux. On a beau jeu ensuite de se plaindre du niveau d'information et d'argumentation sur les réseaux sociaux. Si on veut ou de désinformation. Et bien sûr, ça incluait cela. Si on veut contingenter les médias professionnels. Et si on veut juger, je dirais, l'orientation supposée politique des médias, il faut aussi regarder les médias qui n'évoquent jamais ou qui n'évoquent pas des sujets qui préoccupent vraiment les Français et qui cependant passent souvent à la trappe. Oui. Est-ce qu'on a une particularité en Europe? Est-ce que d'autres pays régulent ainsi leur propre presse ou pas? Alors il y a la Hongrie. Il y a la Hongrie. Il y avait la Pologne avant la défaite du PiS récemment devant la coalition menée par Tusk. Mais ce ne sont pas de bons exemples. Et généralement, on les désigne comme étant des exemples qui relèvent de ce qu'on appelle l'illibéralisme, c'est-à-dire un régime fondé sur les élections, mais sans état de droit vraiment respecté. J'ai conscience qu'en citant ces deux exemples, en particulier la Hongrie, il y a un caractère un peu qui paraît provocateur. Ça n'est pas provocateur. Si nous commençons à régresser sur les grands principes qui font la liberté, sur les grands principes qui permettent à une démocratie de vivre dans cette conflictualité qui est la sienne et qui font que nos différends s'expriment sans violence parce que nous en parlons, même quand nous sommes en désaccord profond, et même quand nous pouvons nous fâcher avec quelqu'un parce que nous ne pensons pas comme lui, c'est la clé, c'est comme cela que la démocratie a régulé le conflit. Si on vient comprimer cette dimension, la violence, inévitablement, viendra d'une manière ou d'une autre. La violence, oui, qui de toute façon est... La vraie violence, pas la violence symbolique. La vraie, c'est qui fait mal. Hein. Mais ce que je lis entre les lignes, Dominique Régnier, c'est que finalement, c'est une tentative du pouvoir de contrôler l'information. Là, j'ai l'impression que c'est... Il y a une espèce d'évolution. Je ne suis pas renseigné sur ce qui a été décidé ou comment ça a été décidé, mais de ce que je comprends aujourd'hui, d'abord, ça me frappe qu'une association chargée de défendre la liberté de la presse soit à l'origine de ce mouvement-là. Je pense que c'est une faute. Et que c'est une faute que les initiateurs se reprocheront eux-mêmes. On la reprochera, mais ils se la reprocheront eux-mêmes. Parce que les conséquences n'ont pas été calculées. Et ensuite... je ne comprends pas l'évolution du Conseil d'État. Le Conseil d'État est en train de changer de nature. Et cela devient une espèce d'autorité souveraine. Moi, je ne vois pas le pouvoir supérieur au Conseil d'État aujourd'hui. Il peut dicter des règles strictes au législateur, il peut contraindre le gouvernement, et là, il organiserait les autorités administratives indépendantes, ici c'est l'ARCOM, qui ont barre au fond sur le pluralisme dans les médias, la liberté de la presse, enfin en tout cas pour l'audiovisuel. Ça fait du Conseil d'État une espèce de pouvoir véritablement qui n'a pas de supérieur. Ce serait le seul souverain au fond dans ce système politique. Très intéressant. Vincent Herouet, peut-être sur ce thème. Non, sur la passionnance Dominique Régnier. Surveiller et punir. Il y a une espèce de passion quand même au cœur de la presse française qui est assez particulière. Je mettrais quand même un petit bémol sur votre charge sur la Hongrie. Parce que là, qu'est-ce qu'on vient de voir? Il y a un site, une radio qui s'appelle 444, qui vient de révéler que la présidente hongroise avait signé l'amnistie, du moins, oui, l'amnistie, la grâce d'un condamné à l'occasion d'une visite pontificale, etc., etc. Et elle a signé une liste qu'on lui a soumise, que le ministère de la Justice lui a soumise, et elle a sauté en l'espace de 8 jours, parce qu'un site hongrois avait révélé qu'elle avait donc gracié un condamné qui était complice d'un pédophile. Eh bien, au bout de 8 jours, ce qu'on voit, c'est que, la présidente hongroise a été obligée de démissionner. En l'espace d'une semaine, on a mis 1 mois à se débarrasser de la ministre de l'Éducation nationale. En 1 semaine, elle a sauté en Hongrie. 2. Oui, tout à fait la même chose, mon cher Vincent Herouet. Non seulement il y a 2 de chute, parce que l'autre femme puissante de l'entourage Orban, c'est son ancienne ministre de la Justice, qui elle aussi passe à la trappe, alors qu'elle était c'est elle qui est revenons à la France, liste Vincent. pour les élections européennes. Donc, je veux dire, regardons de l'autre côté des frontières. La réalité est souvent beaucoup moins claire. Dominique Régnier répond. Les journalistes français. J'ai vu ce contre-exemple, je dirais, mais qui me paraît relever d'une logique très particulière et d'une thématique qui embarrassait beaucoup Viktor Orban. Mais je ne pense pas qu'on puisse contester le fait que la Hongrie de Viktor Orban est en train de sortir... Que le pouvoir verrouille les médias. La justice, les médias, l'enseignement supérieur. Donc ça me paraît beaucoup. Pour une société civile qui n'arrive pas à gagner les élections, puisque le mode de scrutin y a été changé, il n'est pas possible
quasiment en Hongrie de gagner les élections quand on n'est pas le Fidesz. Dominique Régnier, il nous reste peu de temps et c'est important d'entendre votre diagnostic sur l'état de la France. On a le sentiment d'aller de crise en crise, émeute en juillet dernier, crise agricole, des agriculteurs, tout semble, on semble danser sur un volcan. Quel diagnostic vous faites de l'état de notre pays aujourd'hui ? Mon sentiment, alors, comme toujours, ça porte sur ceux qui sont au pouvoir, mais en réalité, l'esprit de justice et de raison nous amène à considérer qu'il y a maintenant, à mon avis, 40 ans, que les choses se dégradent. On descend des marches et puis des étages année après année, sans résoudre aucun problème de fond. Et il y a bien un moment où on a les derniers gouvernants, ceux qui ne peuvent pas passer au suivant le problème. Il y aura une suite, bien sûr, mais à mon avis, elle sera compliquée. Et là, nous y sommes. Et donc, on voit les résultats de l'effondrement systémique, en quelque sorte, de notre pays. Moi, je le crains beaucoup. Et que ce soit l'agriculture, ça fait quand même un moment qu'on embête les agriculteurs. Il fallait bien sûr faire avec eux des efforts, mais en discuter était peut-être une meilleure méthode que de le leur imposer. Même chose pour l'éducation, c'est pas d'aujourd'hui cela, mais rien n'a vraiment été fait. Même chose pour l'état des finances publiques. Hein. Ça n'est pas d'aujourd'hui, mais rien n'a vraiment été fait sérieusement. Donc c'est une ensemble de même chose pour l'armée. Enfin, on pourrait malheureusement l'hôpital, multiplier les exemples, on le sait. Et là, c'est tombé maintenant, ça s'effondre, enfin comme quelque chose qui au fond se fissure, s'affaisse, et puis à un moment donné finit par craquer. Il me semble que nous sommes proches d'une telle situation. Je ne suis pas certain que notre pays ait le sens de la réforme, on l'aurait montré avant. Par contre, je sais qu'il a le sens des ruptures brûlantes et brutales. Donc c'est ce que vous redoutez ? C'est ce que je crains, moi, oui, parce que je ne vois pas beaucoup de... Et puis ni l'esprit de consensus, voyez, et par cette décision là dont on vient de parler n'arrange pas les choses. Hein. Il faudrait Elle illustre au contraire. Ça illustre ça. On est bloqué, crispé, et il va falloir. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Il va falloir prendre des décisions extrêmement désagréables dans un pays qui a perdu l'habitude de supporter des décisions désagréables, quoi qu'on en dise, dans les travées de certains partis politiques. Donc c'est une drôle de révolution mentale qu'il faudrait faire un peu de temps. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. André Vallini, vous partagez le pessimisme de Dominique Régnier ? Peut-être pas à ce point, non, parce que là, vraiment, le tableau est très noir. Mais finalement, quand on prend un peu de recul, c'est un peu là-dessus que Emmanuel Macron a été élu en 2017. Oui. Sur cette espèce de sentiment d'effondrement général dans beaucoup de domaines. La gauche n'avait pas réussi, la droite avait failli. Et donc Macron a été élu sur ce constat. Et 7 ans plus tard, le constat est toujours le même, voire pire. Ce qui est difficile, je pense, c'est de considérer collectivement, là pour le coup, que la responsabilité, elle tient aussi aux 49 millions d'électeurs, aux citoyens. Nous ne sommes pas dans une telle situation en engageant seulement la responsabilité de nos élus. C'est tous les Français qui ne sont pas raisonnables au fond, et j'en fais partie. Tous les Français ne sont pas raisonnables, n'ont pas été suffisamment sérieux, ne sont pas suffisamment attachés à l'esprit d'effort pour, au fond, soutenir des candidatures qui programmaient. Eux renvoient ça à leurs dirigeants, hein, Dominique Régnier. Oui, mais ça, c'est eux qui n'ont pas pris les bonnes décisions. C'est-à-dire que c'est un peu facile, parce que vous ne pouvez pas renvoyer aux dirigeants la responsabilité de ne pas prendre des décisions que de toute façon vous ne leur laisserez pas prendre. Et donc il y a quelque chose, là, pas très longtemps, il y avait une espèce d'agitation pour s'opposer à la réforme des retraites, qui était vraiment une réforme très raisonnable et plutôt modérée, qui ne suffira pas probablement. Et donc là, il y a du côté du pays tout entier une responsabilité qu'il faut comprendre. Sinon, c'est un peu, au fond, le gouvernement devient le bouc émissaire. Bon, un dernier mot, André Vallini. Oui, Robert Badinter, à qui on a rendu hommage aujourd'hui, me disait, parce que j'allais le voir assez régulièrement, et dans mes derniers entretiens avec lui, Badinter me disait souvent que la période actuelle lui faisait penser aux années 30. Montée du populisme, des extrémismes, des nationalismes au niveau européen, et une espèce de, pas de course à l'abîme collectif, mais il était très très inquiet sur 2027, bien sûr, parce qu'il voyait arriver l'extrême droite au pouvoir. C'était sa grande inquiétude. Il y a une grande différence avec les années 30 aujourd'hui. L'économie mondiale se porte en fait assez bien. La Chine pète de santé. Et on a, nous, en Europe, une très grande difficulté. Les États-Unis s'en sortent très bien, en réalité. On est à peu près les seuls en Europe à avoir tant de difficultés. Merci beaucoup, Dominique Régnier. Merci, André Vallini. Mon cher Vincent Herouet et mon cher Geoffroy